Il y en a plein, ils cut 2 kilos et ils font juste n'importe quoi, ils se viandent. Conseillerais quoi du coup? J'ai failli faire champion de France d'ailleurs, mais bon. Tant que t'as pas un niveau de national, tu ne poses pas de questions de catégorie de poids. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Première vidéo en compagnie de Guillaume. Sur cette chaîne YouTube, on retrouvera plusieurs concepts comme des podcasts, des vlogs, des accompagnements en compétition. Bref, tout ce qui tourne autour du street lifting et des sports de force en règle générale. Donc aujourd'hui, première vidéo, on va avoir un podcast du coup sur la nutrition. Donc avec Guillaume, je te laisse te présenter. Moi du coup c'est Guillaume, je suis coach en powerlifting et nutritionniste. J'ai un peu la double casquette et du coup je suis la personne rêvée pour ce podcast. Tu peux nous dire un peu tes perfs là que tu nous as fait ces derniers temps? Voilà, du coup j'ai tiré ce week-end en plus, donc j'ai fait 257,5 au squat avec de la marge, cool. Énervé. Mon meilleur bench c'est 160 en compétition, donc pas mal. Et là j'ai raté 345 au deadlift de pas grand chose. Ouais, au grip, parce qu'elle est montée hyper vite. Et du coup là, ça prépare quoi cette année? Championnat de France? Là ouais, j'ai déjà fait les minima France sur la dernière compète, mais maintenant ça fonctionne au top, donc pour entrer dans le top 7, il faudrait que je fasse un peu plus de total. Ok, donc du coup c'est top 7 là maintenant? Ouais, c'est ça. Okay. Donc prochaine compète dans un mois pour essayer de monter le total et puis après championnat de France. Essayer de sécuriser, ouais. C'est quand les championnats de France là du coup? Ça va être en décembre. Ok. Donc on va voir. Bon, ça laisse un peu de marge, mais bon bah écoute, on espère. Hein. Peut-être un petit record de France, on sait pas. Un record de France au deadlift. On verra ça. Ça serait cool. On va parler de nutrition. Là c'est ton domaine, parce que c'est quelque chose qui est quand même vachement mis de côté et qui est mal exécuté à la pratique de force en vrai. Sous-côté à la mort. Hein. C'est sous-côté de fou. On le voit souvent avec nos athlètes. On va te donner pas mal d'exemples là lors de ce podcast. Du coup, premier point qu'on va aborder, c'est l'alimentation au service de la performance. Ok. Déjà dans un premier point, j'aimerais parler de l'optimisation du poids du corps. Donc là, ça va être cool parce qu'on va pouvoir parler du power et du street. Parce que du coup, ça va être quand même relativement différent là, l'optimisation du poids du corps. Carrément, ouais. Donc, toi, comment tu conseillerais là, par exemple, à un pratiquant sur du niveau débutant, intermédiaire et avancé, comment bien choisir sa catégorie? Ok, déjà pour le power et le street ça va pas être la même chose. Ouais. Parce que street, le poids de corps rentre beaucoup plus en jeu que le power où t'es ancré dans le sol ou dans un banc. Donc sur le power, tu peux te permettre d'être assez gras. En street, tu peux pas trop. Donc déjà la composition corporelle va directement jouer sur le sport. Mais pour un débutant, dans l'idée, faut pas se prendre la tête. Si t'es assez gras que tu veux commencer le street, à ce moment-là, tu peux entamer un petit déficit pour perdre un petit peu de poids, pour rendre ton muscle up plus facile. Ou même si tu as envie d'être un petit peu plus sec de base, tu peux. Mais dans l'idée, faut pas se prendre la tête avec ça dès le début. Ouais, complètement d'accord. C'est vrai qu'il y en a plein qui déjà, dès le début, dès la première compétition, ils se brident directement dans une catégorie de poids. Ouais, c'est ça, on les pour voit. Rien, genre ils font un léger cut, mini cut et tout, juste parce que ils font 1 ou 2 kilos de plus que que la catégorie d'en dessous. Du coup, ils se disent voilà, j'ai pas envie d'être dans une catégorie avec des gens qui font 4-5 kilos de plus que moi. Alors que en vrai, pour une première compétition, ça, les mecs se brident. Déjà, ils sont stressés de la compète. Ouais. Souvent pas trop au point sur les standards. Si tu te rajoutes un cut mal exécuté par-dessus, souvent tu te viandes et il y en a plein, ça les dégoûte. Hein. Ouais, ça rajoute une surcharge inutile de stress, de pression pour rien quoi. J'en ai vu beaucoup qui ont arrêté après leur première compète alors que ils auraient pu bien perdre par la suite, mais ça les a tellement dégoûtés. Ouais, c'est clair. Parce qu'ils se sont mis des bâtons dans les roues pour rien en fait. Ah ouais, c'est clair. Non, mais c'est clairement ça. Et c'est vrai que nous, du coup, en street, ça va être différent parce qu'il faut qu'on trouve vraiment cet équilibre-là entre masse musculaire et vraiment être entre le guillemets le moins gras possible aussi. Après, être trop sec non plus parce que j'en vois beaucoup en street qui se brident complètement à rester dans une catégorie, même dans le niveau intermédiaire ou avancé. Parce que justement, c'est vrai que être plutôt entre guillemets léger, très sec, ça va avantager vraiment sur le tirage. Mais on les voit directement dès qu'ils arrivent sur du push. En termes de progression, ils stagnent depuis X temps. Et en plus de ça, ils arrivent souvent cramés parce que les compétitions de street, ça dure un petit moment. On arrive le push en dernier. Donc souvent, là, ils crachent direct. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à trouver cet équilibre-là, ce juste milieu-là en fonction de nos points forts et tout. Et après, niveau intermédiaire, avancé, toi, tu conseillerais quoi du coup? Dans l'idée, déjà, tant que t'as pas un niveau de national, tu ne poses pas de questions de catégorie de poids. Ouais, complètement d'accord. Moi, j'aime bien garder 1 à 2 kilos de marge. Donc par exemple, si t'es en moins de 73, on va prendre les KT2 street. Si tu fais 74 kilos, tu peux descendre à 73
facilement sans aucun impact sur tes perfs. Sinon, dans l'idée, même si tu fais 74, 75 pour 73, va tirer en 75. Et à partir du moment où tu arrives sur un niveau proche de national, où tu peux aller chercher quelque chose, pourquoi pas s'entourer, faire un petit cut, parce qu'on peut largement perdre 2-3 kilos facilement sans trop d'impact sur les perfs. Et après, au-delà de 3-4 kilos au-dessus de la KT, moi je conseille de monter, sinon c'est plus la peine. Ça bride beaucoup trop en fait. Ouais, clairement. On est, je pense, les parfaits exemples, toi et moi. Toi, quand tu étais à moins de 74 et moi moins de 80, on a tenté, on a tiré un peu jusqu'au bout. Et c'est vrai que malheureusement, ça crée de la stagnation au niveau des perfs. On augmente nos risques de blessures. Le jour J, on n'est pas forcément en forme. Donc ouais, c'est vrai que des fois monter de catégorie, pour certains, ça leur ferait vraiment du bien. Moi, pour donner l'exemple, quand j'étais en 74, donc je cherchais les qualifs internationales. Donc j'ai fait vice-champion de France sur ma dernière. J'ai failli faire champion de France d'ailleurs, mais bon, c'est une autre histoire. Mais du coup, j'étais déjà assez sec entre 78 et 79 kilos. Je faisais un déficit sur 3 mois. Après, je cutais pour descendre en 74. Ouais. Et du coup, le cumul de tout, déjà pendant les 3 mois pré-compète, tu progresses plus parce que tu es beaucoup trop en déficit, sachant que mon maintien était déjà bas par rapport à ce que j'avais besoin. Et le mois et demi post-compète où tu remontes en poids, tu as ton poids qui remonte, mais ta masse musculaire pas de suite. Et du coup, t'es pas en forme. Ouais. Et donc, blessure, irritabilité, ça on n'en parle pas assez. Mais quand tu manges pas assez, t'es énervé tout le temps, le mental, ça va pas trop. Donc c'est dur à tenir. Et après, tu progresses plus, t'es faible. T'as pas le droit à l'erreur. Si tu fais une erreur technique, t'es cuit, tu peux pas la rattraper. Du coup, le cumul, c'est trop taxant et tu prends plus de plaisir en fait. Ouais, c'est vrai que je me souviens, c'était costaud, hein, les championnats de France en 74, le cut, il était énervé, t'étais sec, t'étais écorché là. Pour donner l'exemple, premier squat, je crampe au quad, ça s'est pas relâché avant mon dernier squat. Donc 30 minutes non-stop, crampe au squat. J'ai fait mes 3 squats sous crampe, c'était pas rigolo. C'est passé quand même, mais je me suis vite fait la remarque que pour un titre, ça vaut pas le coup de se mettre dans des états comme ça. Je prends beaucoup plus de plaisir en 83. Certes, pour l'instant, je peux pas jouer des podiums et tout, mais au moins ma pratique est saine et je me sens bien dans ma vie de tous les jours, c'est ça le principal aussi. Ouais, puis dans tous les cas, en plus, tu vois la vision sur du long terme. Donc, oui, c'est ça. Donc tu sais très bien que le fait de monter, ça va te permettre de progresser sur le long terme et après d'aller chercher, pourquoi pas, des podiums et tout. Donc ouais, clairement, ça vaut grave plus le coup. Et aussi, en vrai, en profiter pour dire aussi aux gens que ceux qui veulent faire des cuts ou quoi, de bien s'entourer justement. Ouais, c'est ça. Donc d'aller voir un nutritionniste par exemple ou quoi pour avoir un cadre précis, clair et pas faire n'importe quoi. C'est ça, moi j'ai perdu du coup 8 kilos pour la compétition, mais je savais ce que je faisais, donc j'ai pas eu trop d'impact sur mes perfs. J'ai perdu quelques kilos au bench, squat j'ai fait un de mes meilleurs squats et deadlift j'ai fait mon meilleur deadlift ever, mais il y en a plein, ils cut 2 kilos et ils font juste n'importe quoi, ils se viandent, donc faut être entouré aussi. Mais dans l'idée, ça vaut pas le coup en fait. Ouais, c'est clair. Deuxième point, c'était ajuster son alimentation autour de ton entraînement. Okay. Donc ça peut être pré-entraînement, pendant l'entraînement, post-entraînement. Qu'est-ce que tu conseillerais toi là à quelqu'un qui regarde, pareil, un débutant dans la pratique ou quelqu'un qui justement il cherche un petit peu, il sait pas trop comment structurer toute son alimentation autour de l'entraînement, même en compétition, parce que ça c'est vrai qu'on en voit plein en compétition, des athlètes, je pense que t'as jamais vu en vrai en physique ou quoi, et dès que la première fois que tu les rencontres, que tu les accompagnes en comp, tu te rends compte que y a rien qui va, que ce soit avant la compète ou même pendant la compète. Comment tu conseillerais un peu tout ça? Ok, donc surtout autour de l'alimentation, ça va être surtout gestion des glucides en fait, c'est ça qui va t'apporter de l'énergie. Dans l'idée, il faut que tu fixes tes macros en prot, en lipides, en glucides, et une majorité de tes glucides, après ça va dépendre des profils, si tu es en sèche, si tu es en prise de masse, mais on va dire un tiers de tes glucides, il faut que ce soit pas trop loin de la compétition ou de l'entraînement. Et ça souvent c'est là où on perd du monde, parce que moi en suivi de diète j'ai eu des types, je vais m'entraîner, j'ai mangé 8 œufs. 8 œufs avant l'entraînement. Ok. Je comprends pas, je me sens lourd, j'ai pas d'énergie. Mais ça se tient mon grand. Mais du coup, après ça va dépendre de la digestion, mais une collation plutôt glucidique avant l'entraînement, donc plutôt orientée autour des glucides complexes, tout ce qui va être céréales, même féculents, tout simplement. Comme ça, tu vas avoir une libération de glucides, une ingestion qui va être plus sur le long terme.
Et après, pendant l'entraînement, ça c'est primordial, mais aussi apporter des glucides. Il y en a plein, ils s'entraînent limite à jeun. Je m'entraîne à 19h, j'ai mangé qu'à midi et je prends rien pendant la séance. Bah forcément, au bout d'une demi-heure, t'es cramé, t'as plus d'énergie. Ouais, t'arrives sur un squat avec du volume, t'as la tête qui tourne, te poses Ouais, voilà, c'est ça. Y a pas de question à se poser, quoi. On sait pourquoi. Et en fait, c'est sous-estimé, mais tu perds un travail monumental, même tu récupères moins bien. Donc, ultra important d'avoir cette collation avec des glucides plutôt complexes avant. Pendant des glucides plutôt simples, s'il y a un peu de complexe, c'est pas trop grave. Exemple, barre de céréales. Et glucides simples, ça va être plus maltodextrine, si vous voulez des compléments, ou des compotes, des fruits secs, tout ce qui va être dans ce style d'aliment-là. C'est très intéressant. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, je pense que de toute façon, toutes les personnes qui déjà suivent les conseils que tu viens de donner, et moi j'en fais partie, je pense que clairement on sera tous d'accord pour dire que par exemple, voilà, moi je m'entraîne tous les jours, j'ai toujours ma collation 2 heures avant, toujours la même chose. Pendant mon entraînement, pareil, j'ai ma maltodextrine, j'ai une compote barre de céréales, etc. Et c'est vrai que bah, du coup, ça peut arriver que des fois, contre-temps ou quoi, on oublie. Bah, directement, on sent direct la diff sur la séance. Soit en termes de force, de ressenti, même on peut être ballonné, on peut avoir le ventre vide. Ça a plein d'impacts. Ça peut avoir un impact sur ton bracing lors du squat, sur plein de choses. Donc ouais. Il y en a plein qui vont tenter de prendre du pré pour être boosté. Mais t'as pas de glucides dans du pré ou t'en as quasiment pas. Donc bah ça va pas te faire de l'énergie. Tu as juste avoir l'impression d'être moins fatigué, mais t'auras toujours pas d'énergie. Donc il y a une grosse partie sur les glucides. Post-entraînement, glucides prot, assez rapidement si possible. Après les lipides, plutôt les éloigner des entraînements, donc sur du repas après ou sur le reste de la journée. Ça va dépendre de quand tu t'entraînes, quoi. Ouais, bien sûr. Le pré-workout, c'est vraiment le truc hyper surcoté dans ce genre de situation. On voit plein d'athlètes qui justement en fait les glucides, tout ça, bon non, on s'en fout, mais par contre voilà, je peux pas m'entraîner si j'ai pas mon pré-workout. C'est ça, en fait, il y a une dépendance ouais, c'est ça, parce clairement. que c'est un boost, ça on va pas se mentir, il y a un boost, mais il y en a qui deviennent dépendants de ce boost. Et aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça camoufle des informations sur ton corps qui sont essentielles. Donc si tu es fatigué, c'est qu'il y a une raison. Et au lieu de chercher à camoufler la fatigue, tu la prends en compte pour adapter tes paramètres de récupération ou tes entraînements en fonction. Et souvent, il y en a qui tirent trop la corde à cause du pré-workout, parce que ça camoufle des douleurs ou de la fatigue accumulée, et c'est pas forcément exceptionnel, donc faut mieux écouter son corps. Et l'autre point surtout, c'est que ça va, dans la plupart des cas, on va dire la grande majorité des pratiquants, ça va s'entraîner dans l'après-midi, fin d'après-midi ou soirée, mais souvent il y a des grosses doses de caféine, donc tu vas avoir moins de sommeil profond, et du coup la récupération elle va être mise à l'épreuve. Il y a plein de choses qui en pâtissent en fait derrière, et au final c'est plus contre-productif qu'autre chose. Sur le moment t'es content parce que t'as bien fait perf, t'as fait des grosses barres, mais si tu récupères pas de ce que tu viens de faire, au final ça va pas avoir d'impact. Ça va être plus contraignant qu'autre chose. C'est ça, faut pas viser court terme en fait. C'est toujours agréable de se sentir bien sur une séance, mais ce qui compte c'est l'ensemble de tes séances et c'est la progression au fur et à mesure. Et le pré, dans la majorité des cas, ça va te brider sur ça, à part si c'est un pré sans caféine, qui va pas pénaliser ton sommeil. Ouais, du coup, ouais, clairement. Moi, je sais que par exemple, moi je m'entraîne tous les jours entre 19 et 20 heures. J'ai aucun intérêt à prendre de la caféine, parce que sinon, je dors pas en fait, tout simplement. Donc du coup, ça c'est clair. Et après aussi, je voulais parler du coup parce que je pense qu'on a un bon exemple tous les deux aussi, par rapport à la digestion, les troubles intestinaux, etc. Ouais. Donc comment, par exemple toi, typiquement, combien de temps tu prends ta collation avant, pourquoi, comment tu conseillerais un peu tout ça en fonction de certains cas, par exemple quelqu'un qui met beaucoup de temps à digérer, à l'inverse des personnes qui voilà, justement il y a certains types d'alimentation qui leur vont pas, ils n'arrivent pas à digérer, ils restent ballonnés, comme par exemple je sais pas le gluten, etc. Donc comment toi tu vois tout ça, comment... Ok, déjà ça va dépendre des profils, parce que tout le monde va avoir une tolérance différente à l'alimentation, mais les troubles digestifs on n'en parle pas trop, mais c'est quelque chose que je vois souvent. Moi je pense 1/3 des personnes qui me contactent en nutrition c'est pour des troubles digestifs, et dans tous ceux qui me contactent, même dans les pertes de poids et tout, il y a plus de 70% des personnes qui ont des troubles digestifs au moins légers, donc c'est vraiment quelque chose d'ultra répandu, mais personne n'en parle. Donc c'est important de faire un petit point dessus. Et après ce qu'il faut c'est trouver déjà ce qui est bien toléré ou pas. Souvent sur les repas et sur la collation après l'entraînement,
on va venir voir ce qui pourrait éventuellement mal passer. Donc pour donner des petites pistes, on regarde lactose, gluten en premier. Surtout gluten, souvent il va y avoir des ballonnements. Et quand tu braces, que tu pousses dans ta ceinture, bah, tu peux vite avoir des P qui arrivent tout simplement. Des P furtifs. C'est ça, les fameux, hein, on en a tous entendu. Bah oui. Sinon, il va y avoir les fibres, ultra intéressant. Là, ça va être plus l'étape d'après, où, où ça va commencer à sortir. L'écoulement. Mais ouais, faut bien gérer les fibres et le style de légumes qui est mangé avant. Dans l'ensemble, en grande majorité, ce que je peux conseiller de manière générale, ça va être éviter les légumes un peu soufrés, style oignons, choux, qui peuvent vite amener des ballonnements. Les légumes que vous allez consommer plutôt épluchés, ça va enlever des fibres qui vont être assez mal digérées dans la peau. C'est assez intéressant, mais pas avant les entraînements. Okay. Et après, pas en trop grosse quantité à ce niveau-là, même au niveau des légumineuses, tout ce qui va être lentilles, haricots rouges, tout ça, éviter au max avant les entraînements. Sur les féculents, plutôt tourner vers pommes de terre, patates douces, riz, où il ne va pas y avoir de gluten. La plupart des gens tolèrent très bien le gluten, mais ça leur fait des troubles digestifs. Et ça, on veut l'éviter à l'entraînement. Donc, si tu tolères bien les pâtes, mais que tu as des légers troubles, plutôt les prendre en dehors des entraînements, plutôt que le midi avant de t'entraîner derrière. Et après, faut trouver tout simplement les aliments qui posent problème et le volume alimentaire qui pose problème. Mais pour donner un exemple sur ça, moi à l'heure actuelle, je suis en moins de 83, je préfère tirer avec le ventre assez vide. Donc je vais pas prendre une grosse collation et des gros repas avant mes entraînements. Et à l'inverse, quand j'étais en 74, je remplissais pas assez ma ceinture. Donc sur mes collations, je rajoutais des graines de chia pour que ça me gonfle un peu le ventre, tu vois. Donc ça, après, c'est des stratégies, mais c'est individualisé. Encore une fois, faut tester et après adapter en fonction des profils, quoi. C'est ça. Mais du coup, faut mettre en pratique avant de... Ok, grave intéressant. Est-ce qu'on ferait pas un petit point aussi sur les compléments? Carrément. Donc, les compléments qui sont pareils, qui sont un petit peu sous-cotés ou voire mal utilisés, en vrai de vrai. Souvent mal utilisés dans le sens où ils voient leur influenceur préféré et directement c'est ça. Ils prennent sans trop se renseigner. Donc est-ce que toi tu aurais un top, une espèce de top 3 compléments alimentaires à nous donner? Carrément. Pour moi, ce qui va compter le plus, ça va être les compléments santé, parce que ça va augmenter tous tes paramètres physiologiques et c'est ça qui va te permettre de mieux performer, de mieux récupérer, même si tu le sens pas à l'instant T. Donc dans mon top 3, il va y avoir oméga 3, parce que quasiment plus personne en mange en fait. Tu vas en trouver dans les poissons gras surtout, un petit peu dans certains œufs, mais sinon ça va être surtout des sources végétales qui vont être moins intéressantes. Donc c'est quasiment obligatoire de se supplémenter. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui éviteraient des inflammations s'ils se supplémentaient. Ça en vrai, oméga 3, je pense que c'est vachement sous-coté. Hein. Pour moi c'est top 1 de loin. En vrai, il y a pas énormément d'athlètes, je pense, qui prennent des oméga 3. Je pense qu'il y en a qui priorisent autre chose. Comme la whey, la créatine, les plus connus entre guillemets. Donc hyper intéressant. En parlant de whey, ça peut rentrer dans un top 3 si tu manges pas assez de protéines, mais c'est pas non plus indispensable. Le macro le plus dur à atteindre. Si tu manges pas mal, si tu as un gros apport calorique, dans l'idée, il y en a plein qui n'ont pas besoin de whey et qui supplémentent en whey. Donc moi je le mets pas dans mon top. Moi typiquement je consomme pas du tout le whey parce que je galère pas du tout à atteindre mon quota de protéines journalier. Donc moi, vraiment pareil. Si jamais je saute un repas ou qu'il y a quelque chose qui change dans ma journée, là j'ai quand même un peu de whey à côté. Mais clairement moi je le mettrais pas non plus. C'est solution de détresse quoi. Voilà c'est ça. C'est une option quoi. Moi c'est pareil, quand j'ai 2 entraînements qui suivent, que j'ai pas trop de temps pour digérer, plutôt que de prendre du jambon, du poulet qui met trop de temps à préparer et à digérer, je prends de la whey et voilà, mais sinon j'en ai pas besoin au quotidien. Du coup en top 2, j'hésite entre, on va faire top 2, top 3, mais j'ai pas trop d'ordre. Ça va être créatine. Déjà c'est un des compléments qui est le plus documenté, où les effets ils sont le mieux mis en avant. Là pour le coup il va y avoir un impact directement sur la production de force, parce que ça va augmenter les stocks en énergie, tout simplement. Donc ça va faire des stocks de phosphocréatine qui permet de créer de l'énergie à court terme. Donc c'est vraiment la ressource qu'on utilise le plus sur de la force. Donc ultra intéressant. Et même pour la récup, très intéressant. Et un autre point aussi qui commence à être mis en avant, c'est pour éviter les maladies neurodégénératives. Donc, moi j'ai des cas de Parkinson dans ma famille. Du coup en prévention c'est toujours intéressant.
Ok, cool, je savais pas. Ben ouais, c'est toujours du bonus. Hein. Ok. Et J'ai vu des trucs, pardon, Ouais. excuse-moi, quand on continue à parler sur la créatine, j'ai vu des trucs aussi comme quoi il y aurait un impact positif sur le sommeil. Comme quoi, si tu prendrais Ouais, la carrément. créatine, en fait, un peu avant d'aller dormir ou quoi, il y aurait un bon Carrément, impact positif sur le sommeil. Et pour rebondir dessus, moi, c'est vrai que depuis que j'ai commencé à pratiquer du street lifting, donc maintenant ça va faire bientôt 4 ans, j'ai toujours pris de la créatine. Il y a une seule fois où justement, j'avais plus de stock de créatine et j'avais la flemme de faire une commande juste pour de la créatine et pas autre chose en plus. Et en vrai, j'en ai payé les pots cassés directement, surtout sur la récupération, je l'ai senti. Grave direct. Direct sur ma récupération, donc je sentais que j'étais bien moins en forme. Et de suite, je m'étais fait un petit blocage au niveau du trapèze, au niveau du poignet et tout ça. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont cumulées d'un seul coup, comme par hasard dès que j'avais arrêté Dingue. la créa. Et ouais, et du coup, en vrai, moi c'est vraiment la créa, je le sens vraiment sur la récup, c'est impressionnant. Ok. Alors moi, pour donner mon retour d'expérience, moi aussi, c'est plus sur la récup. Après, sur le sommeil, j'ai pas trop de différence sur ça. Mais par contre, je sens que j'encaisse beaucoup plus mes séances quand je suis sous créatine que quand je ne suis pas, quoi. Tout simplement. Ouais, c'est clair. Et après aussi, pour parler un peu prix, c'est pas très cher comme complément. Donc en termes de rentabilité par rapport au prix, c'est ultra intéressant. Ouais, c'est abordable. Ouais. Et pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'alimentation, mais très peu. La plupart des compléments qui vont être intéressants, ça va être ça. Donc à part si tu manges 1,5 kg de viande crue par jour, ce que je te conseille pas non plus, tu vas pas avoir tes taux de créatine. Ouais. Donc très très intéressant. Et pour le coup, c'est bien documenté. Il y a pas mal de compléments où plein d'études où c'est un peu en cours. Il n'y a pas assez de preuves solides. Pour le coup, on a pas mal de recul maintenant dessus. C'est ça. Créatine, c'est à peu près safe dans la majorité des cas. Sauf pathologie, mais si tu as une pathologie, normalement tu t'es renseigné auprès de ton médecin. Ouais. Et du coup, en top 3, ça va être pour moi vitamine D, principalement D3, K2, MK7, qui va être une association avec la K2 pour une meilleure assimilation. Il y a le cadreur qui est content derrière. Le cadreur approuve. Mais du coup, vitamine D, pareil, je crois que il y a plus de 70% de la population française qui est en manque, et une grosse partie qui sont carencés. Parce que tout simplement le mode de vie actuel fait qu'on n'en synthétise pas assez. On en trouve assez peu dans l'alimentation et on en synthétise quand on s'expose au soleil. Mais la plupart des gens, ils restent enfermés la journée, ils voient pas trop le soleil. Et puis en période hivernale, direct. Oui, c'est ça, même en période hivernale, il n'y a pas le choix tout simplement. Ouais, en vrai, clairement. Il n'y a pas assez d'UV. Et donc vitamine D sur tout ce qui va être santé, système immunitaire, c'est là où ça va avoir un gros impact. Souvent les gens carencés, ils vont commencer à avoir des douleurs aux articulations, ils vont tomber malades souvent, sensation de fatigue, de dépression. Donc oui, c'est clair. C'est en partie à ça d'ailleurs qu'en hiver on se sent toujours un peu blasé, par rapport à l'été. Clair. Donc ultra intéressant, et pareil en gamme de prix c'est assez peu cher quoi. Pour une vingtaine d'euros t'en as pour plus de la moitié de l'année. Ben ouais, ça dure 1000 ans le petit flacon. Ah ouais, non, pour le vider faut y aller. Ouais. Et du coup le top 3 pour moi c'est ça. Après derrière va y avoir vite tout ce qui va être zinc, magnésium, qu'on retrouve plus facilement dans l'alimentation, mais il faut vraiment manger équilibré. Ouais. Sinon c'est compliqué d'atteindre les apports. Et après tout ce qui arrive derrière c'est un peu plus lent. Ouais. Après il y a juste par exemple ce qu'on consomme tous les deux pas mal, c'est de la malto, mais moi je considère ça plus comme un aliment que comme un complément. C'est ça, ouais, clairement. Parce que c'est de la poudre de maïs quoi. Ouais. Dans l'ensemble. Moi, je voulais parler avec toi de compléments qu'on pourrait prendre pendant l'entraînement. Donc, ce qu'on prend tous les deux, moi depuis pas longtemps, pour améliorer la concentration, etc. Donc, le NutroPure là, de chez NutriPure d'ailleurs. Ouais. Est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais expliquer, conseiller, pourquoi potentiellement c'est même plus intéressant que du pré-workout ou quoi je pense que ça, il y en a beaucoup qui connaissent pas. Ouais. Et qui est hyper intéressant en vrai. C'est quelque chose qui est clairement sous-coté. La plupart des gens, ils s'orientent directement sur du pré. Et la plupart du temps, c'est mal dosé un pré. C'est juste, ils explosent les compteurs de caféine. Comme ça, tu te sens bien, tu te sens moins fatigué. Mais pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure, c'est pas le plus intéressant. Donc l'alternative la plus intéressante pour moi, ça va être les compléments de concentration. Donc là, il va y avoir plusieurs choix, mais dans l'ensemble, ça va tourner autour de certaines plantes et autour de l'acétylcholine et de la tyrosine. Donc qui vont être les deux molécules les plus intéressantes.
Et du coup, l'intérêt de ça, c'est d'avoir beaucoup plus de concentration, de focus. Donc tu vas pas avoir l'effet d'excitation que tu peux avoir avec de la caféine, mais par contre, tu es focus dans ton effort. Et ça, c'est ultra intéressant. Et c'est même ce que les gens sont en train de se rendre compte de plus en plus, c'est que ce hype, c'est bien, mais déjà, tu as des ressources limitées. Donc par exemple, la tyrosine, ça va augmenter tes ressources de hype. Et surtout, plus tu es focus, plus tu vas pouvoir te mettre dans ton effort, plutôt que si tu es surexcité et que tu n'es pas concentré, tu vas faire n'importe quoi. Et par exemple, un timing au muscle-up, tu vois, tu peux le chier assez facilement. C'est ce que j'allais dire, des mouvements techniques comme le muscle-up, honnêtement, une grosse hype, ça va pas servir. Ça peut en fait desservir plus que servir. Parce que justement, c'est un mouvement qui est tellement technique, avec tellement de paramètres à prendre en compte, que justement, vouloir trop se hype, des fois, justement, ça pourrait être plus contre-productif qu'autre chose. Donc ouais, c'est ça. Grave intéressant. Mais même en plus, je trouve que dans les pré-workouts, on va dire qu'on peut retrouver partout, il va y avoir certaines molécules qui vont plus désavantager qu'autre chose dans la pratique des sports de force, notamment avec la citrulline ou quoi, la congestion. Je trouve que sur certains mouvements, en fait, ça va plus nous désavantager qu'autre chose d'avoir justement cette congestion, etc. Notamment par exemple au muscle-up ou quoi, ça peut, je trouve, complètement desservir. Donc je trouve que ouais, en fait, clairement, il faudrait un peu plus se concentrer sur vraiment ce qui pourrait nous apporter plus de bénéfices qu'autre chose dans nos entraînements. Donc avec ce genre de compléments qui sont hyper intéressants et que moi je consomme maintenant depuis très peu là. J'ai testé et grave, en vrai c'est trop bien. De toute façon, j'essaye d'améliorer mon focus à l'entraînement parce que je trouve qu'on se dissipe très vite. En plus, on a des sports où on prend énormément de temps de repos, on a tendance à très vite un peu se dissiper, à plus trop être focus. Et en plus, même dans un street, pour prendre exemple, des compétitions qui durent extrêmement longtemps, au moins 4 heures minimum, c'est vrai que du coup, c'est là où on voit que le focus, la hype, c'est une gestion en vrai qu'il faut millimétrer et qu'il faut réussir à plus optimiser. Donc c'est ça, ultra intéressant. Même pour l'entraînement, dans l'ensemble, quasiment tout le monde s'entraîne en salle. Quand tu es à la salle, il va y avoir du bruit, il va y avoir 3 pecnos qui sont en train de faire de la boxe à côté, il va y avoir des types qui passent devant, il va y avoir plein de choses qui te stimulent, qui attirent ton attention à droite à gauche. Et au final, ça peut être assez compliqué de se concentrer. Ouais. Et du coup, juste le fait de réussir à se mettre dans sa bulle, à se focus juste avant ta série, pas forcément toute la séance, mais au moins quand tu pars, ça change tout. Ouais, c'est clair. Et pour les personnes qui ont tendance à être dissipées comme moi, dès qu'il y a un truc, ça m'attire à droite à gauche et je suis plus concentré, en vrai, c'est game changer. Ouais, c'est intéressant de fond. Ouais. Niveau complément, on a fait le tour. Tu as peut-être d'autres points que tu aimerais apporter ou pas? Un autre sujet qui est très très sous-coté, l'hydratation, la déshydratation. En moyenne, toi, tu conseillerais, je sais pas, on va prendre un exemple, individu lambda comme tous les deux, un homme de 80 kg. Ouais. Pratique normale, voilà, une dépense énergétique normale dans la journée, on marche un petit peu. Pratique sportive, du coup, on fait de la force en fin de journée. Tu conseillerais combien de litres d'eau à peu près par jour? Souvent, on va se baser sur l'apport énergétique. Donc moi, ce que je conseille, c'est entre 1 litre et 1,5 litre par 1000 calories. Ok. Donc pour quelqu'un qui mange plus, il va falloir boire plus, tout simplement. Mais c'est quelque chose, ouais, clairement, il y en a beaucoup qui boivent pas, quoi. Ah, mais c'est un truc de malade. Des fois, quand tu commences à traquer sur des suivis nutrition ou même des athlètes, tu regardes, tu arrives sur 1 litre, 1,5 litre par jour pour du 3000 cal. Ouais. Les gars, juste ils se blessent. Pareil, sur la concentration, ça joue aussi pas mal. Et souvent, on voit même des crampes qui apparaissent quand il y a de la déshydratation prolongée. La fatigue. Des impacts sur plein de choses, la déshydratation, mais c'est vrai que pour avoir vu plein d'athlètes ou discuter avec, etc., à chaque fois qu'on a justement cette conversation sur l'hydratation et tout, très vite, c'est vrai que dépasser 2 litres, c'est rare, quoi. Il y en a beaucoup qui ne boivent pas du tout, quoi. C'est impressionnant. Et toi, parce que ça aussi c'est un sujet un peu entre guillemets débat pendant l'entraînement. Qu'est-ce que tu conseillerais? Plutôt beaucoup boire, adapter en fonction des profils Alors là, ça va dépendre un peu des profils, effectivement. Ouais. Je vais prendre les deux extrêmes, mais un mec qui a une énorme masse musculaire, qui a un poids assez élevé, le moindre effort, il va suer rapidement. Donc là, il va falloir des apports en eau qui vont être assez élevés, voire en électrolytes dans certains cas.
Ouais. Où on prend l'exemple de quelqu'un qui cut, faire un petit refill avec des électrolytes quasiment indispensable, même si au quotidien c'est pas quelque chose qui sert beaucoup dans les sports de force, mais sous certaines situations ça peut être game changer. Et on peut prendre l'exemple opposé que j'ai repéré plusieurs fois déjà. J'ai vu des coachs qui forçaient un peu leurs athlètes à boire dans des petites catégories, surtout féminines. Ok. Et là, ça peut pénaliser sur les ressentis au niveau de la ceinture et sur les fuites urinaires aussi pour certaines. Et oui, du coup. Ouais. Donc, si tu arrives sur ton squat et que tu as bu trop d'eau et que tu te pisses dessus, ça peut nuire à ta performance. Donc à ce moment-là, il faut mieux accepter d'être très légèrement déshydraté plutôt que d'avoir des problèmes dessus. Ouais. Donc c'est individualisé. Après, faut pas aller dans l'extrême, faut pas non plus cut pour ça. Oui. Et il faut renforcer son périnée et compagnie à côté. Ouais, bien sûr. Mais c'est adapté au profil et dans l'idée, boire au moins pour les petites KT, on va dire pour les petits profils, 500 ml à 750 ml, Ouais, ce que j'allais dire, c'est pas mal. Ok. Et sur les grosses KT, on peut pousser, surtout sur les efforts longs, style compétition, sur du 2-3 litres pendant les séances, surtout en été. Et en vrai, on peut rebondir entre hydratation et complémentation. Tu as parlé des électrolytes. En vrai, ça aussi, c'est quelque chose qui, je pense, est très, entre guillemets, sous-coté. Notamment, on sait que dans les sports, en force athlétique, il y a beaucoup de salles dans des hangars, etc., où c'est pas forcément climatisé. Et en plein été, justement, où ils vont crever de chaud. Ouais. Et donc là, il y aurait tout intérêt, en vrai, pour les personnes qui, justement, ne boivent pas forcément trop ou quoi, à potentiellement justement prendre des électrolytes ou alors des solutions alternatives que tu pourrais donner, comme je sais que le jus de raisin par exemple. Voilà, ça va être plus glucidique, mais après les électrolytes c'est un peu un sujet double parce que quelqu'un qui va avoir une mauvaise alimentation et qui boit pas beaucoup, électrolytes ça peut être game changer parce que les électrolytes c'est des minéraux tout simplement. Et s'il n'a pas déjà ses quotas de minéraux plus qu'il suit beaucoup, à ce moment-là il peut y avoir très vite un déficit. Quelqu'un par contre qui, toi comme moi par exemple, où on a la diète qui est assez carrée, où on mange bien, où on a nos apports au quotidien, outre cut, des électrolytes ça va servir un peu à rien quoi. Ouais. Donc ça peut être game changer comme inutile en fonction des profils. Okay. Ce qui compte avant toute chose c'est de bien boire. Et après si ton alimentation est vraiment désastreuse, à ce moment-là ça peut être game changer. Ça peut être un bien plus, ok. Mais moi je préfère travailler sur l'alimentation que rajouter des électrolytes. Le but c'est pas d'avoir un cache-misère en fait. Et parce que ça je sais que c'est un débat que t'aimes bien. Qu'est-ce que tu penses du sel? Ah là là, le sel. Alors ça c'est un peu rigolo parce que j'ai vu plusieurs fois en compète des coachs qui disaient vas-y prends du sel et tu vois les athlètes qui prennent directement le sel comme ça. Donc clairement la pire idée, c'est pour ça qu'il faut pas boire l'eau de la mer. Parce que ça va être une histoire de concentration électrolytique. Et si tu as trop de sel ingéré, en fait l'eau va aller vers le sel naturellement. Et du coup, si tu n'amènes pas assez d'eau ou pas assez d'électrolytes même, on peut prendre directement les électrolytes. Du coup, Genre si tu prends ton sachet directement comme ça, avec pas assez d'eau, le milieu le plus concentré, ça va être ce qu'il y a dans ton intestin, donc ton sel et tes électrolytes. Et l'eau va venir vers ça. Donc c'est l'eau de ton corps qui va partir vers les électrolytes. Au final, tu te déshydrates plus que te réhydrater au final. Ok, d'accord. Donc si vous prenez du sel ou des électrolytes, respectez les dosages. Sinon, faites l'effet inverse en fait. Ouais, ok. Ouais, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Le nombre d'athlètes que j'ai vu, même des coachs, conseiller de prendre le sel directement. Moi j'ai eu dans la main, dans la main, dans la bouche direct. Et pareil, il y a les boissons type Powerade par exemple. Alors Powerade, on en voit énormément aussi. Encore ce week-end, on était en compétition. Et le nombre de personnes que j'ai vu après la pesée consommer du Powerade. Qu'est-ce que t'en penses toi du coup Moi j'en ai même vu râler parce qu'ils n'avaient pas le Powerade, qu'ils n'allaient pas pouvoir performer. Alors Powerade, composition de l'eau et 4 grammes de glucides pour 100 ml. Donc c'est une grenadine quoi, une grenadine avec un autre goût. Du coup ça va pas vous aider à être focus, ça va pas vous aider à vous réhydrater. Tu manges 3 raisins et tu bois un shaker d'eau, ça fait pareil. Donc ça c'est vraiment surcoté. Si tu veux l'anecdote folle, j'ai travaillé au Stade Toulousain avec les joueuses pro et ils étaient sponsors Powerade. Et pour les booster, ils leur donnaient un shot de Powerade à chaque joueuse avant les matchs. Et ça, je pense que j'ai rigolé 10 minutes quand on m'a dit ça.
C'est du placebo. Mais c'était sérieux. Ouais, placebo, Ouais, c'est du placebo. à 1000%. Ok. Mais c'était contente, hein, ça les boostait. Bon bah intéressant aussi parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui vont regarder et qui là il a appris plein de choses sur ça, donc en vrai grave intéressant ces sujets-là que tu nous as expliqués. Même pour revenir sur le refeed, un truc que je vois beaucoup aussi, c'est la charcuterie. Oui. Il y en a beaucoup, charcuterie parce qu'il y a du sel, Oui. donc ils prennent ça post-pesé, sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps pour digérer, et ça va être ultra riche en lipides. Les lipides, c'est ce qui est le plus long à digérer, donc trop de sel plus beaucoup trop de lipides, plus souvent pas assez d'eau, bah tu flingues ton refeed en fait, tout simplement. Bah grave intéressant en tout cas, trop bien. Petit point aussi sur l'optimisation. Buvez de l'eau, dans 20-30 ans il y en aura plus. Optimisation de la récupération, on va le diviser en plusieurs parties. La collation post-training. Ok. Est-ce que pour toi c'est obligatoire ou non? Ok. Combien de temps avant? Bon ça même si ça dépend des profils, voilà. Et en termes de composition, globalement, on va vraiment prendre un exemple moyen entre guillemets. Mais voilà, est-ce que déjà, pour toi, c'est obligatoire ou pas? C'est pas obligatoire, mais ça peut être vraiment recommandé dans beaucoup de cas, surtout chez les athlètes qui s'entraînent beaucoup. Parce que si tu fais 6 séances par semaine et que tu t'entraînes l'après-midi et que ton repas du soir, il est 4 heures après ta séance, bah, clairement, c'est du temps de récupération que tu perds. Et si tu décales ça de 4 heures, déjà que tu vas jamais récupérer complètement avant ta séance d'après, et ben du coup tu as une dette de récupération qui s'accumule et c'est comme ça que tu finis par te blesser ou par stagner, voire régresser. Donc très important de refeed assez rapidement après ta séance ou après ta compétition. Après, si tu as un repas qui arrive dans moins d'une heure post-entraînement, c'est pas non plus la peine de se prendre la tête à faire une collation 15 minutes après pour remanger 30 minutes après. Là ça va être du détail. C'est plus quand il y a pas mal d'écart. Après, pour ceux qui veulent optimiser, c'est toujours un petit bonus. Tu gagnes un petit peu de temps. Mais la plupart des pratiquants, ils sont pas à 15 minutes près, quoi. Ouais. Et en termes de compo aussi, tu demandais. Ouais. Ça va être surtout prot et glucides. Glucides, ouais. C'est vraiment l'association des deux. Déjà, ça va améliorer la digestion, d'avoir des glucides aussi avec les protes. Et pareil, tu tapes sur tes réserves, en fait, sur l'entraînement. Donc, la réplétion des stocks de glycogène, c'est quelque chose qui est sous-estimé aussi. On parle toujours musculaire, mais il faut aussi de l'énergie. Donc très intéressant. Et si c'est une collation plus 50-50, dans l'idée, on peut aller sur une 30aine à 50aine de grammes en fonction des profils. Sur des gros gabarits, on peut monter à 50. Okay. Et si c'est un repas, prot, glucides pour répartir vos macros et un peu de lipides toujours, parce que faut bien les caler à un moment donné de toute façon. Mais si possible plus vers la fin du repas et pas trop chargé non plus. Si tu manges quelque chose d'ultra gras, genre un tacos, prends l'exemple extrême, ça va mettre tellement de temps à passer que tu vas perdre du temps en termes de récupération. Juste pas chargé en lipides, quoi. Ok. Et du coup l'inverse, la collation pré-training, pareil, même question, obligatoire ou non? Et un peu en termes de compo, qu'est-ce que... J'aurais une anecdote après à sortir sur ça. Et du coup, on en a déjà parlé un petit peu au début. Si c'est une collation et pas un repas. Voilà, ouais, vraiment, là, typiquement, le mec qui s'entraîne à 18h, le dernier repas qu'il a pris, c'est midi. Ok. C'est à midi. Est-ce que là, la collation, pour toi... Donc là, indispensable de prendre une collation. Ouais, on est d'accord. Si le timing est vraiment serré, tu vises une demi-heure avant et vraiment glucidique. Si tu as un petit peu plus de temps, tu peux viser 1h30, 2 heures avant. Ouais, c'est bien. Pour rajouter un petit peu de protéines aussi, pour les répartir dans la journée. Et du coup, un petit mix plus glucides, protéines, un peu de fibres, un peu de fruits, pour faire une collation un peu complète. Ouais. Au final, pour moi, une collation, quand tu as 2 heures de digestion, c'est un peu la même composition qu'un repas, souvent sucré. Ouais, souvent sucré. Mais ça encore, les gens ils se mettent ça en tête, hein, mais moi j'en ai plein, ils me disent qu'ils préfèrent le salé, je leur mets des collations salées, hein. Un petit sandwich, ça, chacun fait ce qu'il a. Ouais, faut pas rentrer dans des cases non plus, mais dans l'idée ça va être comme un repas, juste en plus petite quantité. Ok, ouais. Et quelque chose de bien digeste, comme on l'a vu au début. Ouais, c'est ça. Et là, pour sortir l'anecdote, on l'a vu ce week-end, j'avais ma copine du coup qui avait une compétition, donc le dernier repas qu'elle avait pris c'était la veille, du coup le soir, sachant que au niveau du poids, c'était pas trop ça, donc elle a pris une douche bien chaude, etc., histoire de bien se faire transpirer. Et on est arrivé du coup au moment de la pesée à 8h.
Et en fait, sous l'effet du stress, etc., ben, elle a réussi à rien manger. Et du coup, en fait, elle a fait quasiment toute sa compétition à jeun. Elle a pris quoi, une compote et je crois un bout de barre de céréales, genre la moitié juste. Et du coup, ben là, direct, impact, même juste ne serait-ce que physique au niveau de la ceinture. Ben en fait, elle mettait même pas le même trou que ce qu'elle avait l'habitude. Elle a dû resserrer sa ceinture. Ouais, l'échauffement, la ceinture sautait en fait. Voilà. Et fermer sa ceinture et la ceinture s'ouvrait. Au-delà d'avoir des impacts purement énergétiques ou quoi, il y a même des impacts physiques en termes de ressenti, etc. Donc ouais, pour moi, c'est indispensable, quoi. Et c'est pour ça, par exemple, je te donnais l'exemple tout à l'heure, moi quand j'étais trop maigre, je prenais des graines de chia pour faire gonfler le ventre. Ouais. Et juste pour la ceinture. Donc il y a toujours des stratégies, des solutions à adapter. Bah ouais, moi même typiquement, à chaque fois que je faisais des grosses séances 4 mouvements MPDS, t'as le squat en dernier, indispensable pour moi de manger pendant la séance. Alors encore une fois, on adapte, hein, on teste, etc. Moi je sais que souvent j'aime bien manger un petit peu avant les dips et après les dips, donc avant le squat, parce qu'en fait sinon souvent, ça fait déjà quasiment 3 heures que je suis en train de m'entraîner. La dernière collation ou le dernier repas que j'avais pris c'était 2 heures avant, donc ça fait au moins 5 heures. Si je mange rien, je sais que j'arrive au squat, pareil. Ouais. J'ai pas de dressing, j'arrive pas du tout à remplir la ceinture. Donc ouais, hyper important. Et à l'inverse, ceux qui ont tendance à être plus stressés et qui ont du mal à manger, qui n'ont pas faim, faut pas se forcer trop non plus. J'ai eu plusieurs fois des athlètes ou même des coachs qui forçaient leurs athlètes à un peu se gaver pour avoir de l'énergie. Et au final, après ça fait des troubles, ça passe mal. Et ça te pénalise plus que d'avoir un peu moins de glucides. Mais du coup là tu conseillerais quoi? Tu as trouvé un juste milieu justement? Ouais, un juste milieu pour avoir des apports en eau et en glucides répartis sur tout le long plutôt que de prendre une collation. Ouais, voilà, c'est ça. Un petit peu tout le temps au lieu de se gaver d'un coup. Entre chaque barre, tu bois un peu d'eau avec de la malto ou du jus de raisin. Comme ça éparpille les apports et au moins t'es pas à jeun. Mais il faut pas trop se forcer, sinon tu peux vite avoir envie de vomir, avoir des remontées gastriques qui peuvent te pénaliser. Donc c'est clair. Ouais. Toujours un juste milieu. Il faut faire un peu comme vous le sentez, mais il faut avoir des apports en eau et en glucides dans tous les cas. Pour rester du coup dans la post-training aussi, par exemple typiquement, moi je m'entraîne tous les soirs à 20h. Je finis 22h on va dire en moyenne. Je sais pas, imaginons que je viens de taper un gros squat en volume, donc j'ai quand même avec du bon info derrière et tout, j'ai bien monté mon rythme cardiaque, etc. Est-ce que du coup, là, en termes de complémentation, ou même d'alimentation ou quoi, des choses qui pourraient favoriser justement mon sommeil derrière pour pouvoir que je m'endorme plus rapidement ou quoi, parce que ça, en vrai, c'est vrai que c'est un point aussi où justement, il n'y a pas que juste la caféine ou quoi, juste le fait d'avoir bien monté dans ton entraînement, moi j'ai déjà eu le cas plein de fois de mettre pas mal de temps à m'endormir justement, et là directement ma récupération prend un coup, donc est-ce que tu aurais des compléments ou quoi à conseiller sur ça? Déjà, plus sur l'entraînement, il faut bien réussir à se focus au bon moment, et comme ça t'aide à redescendre plus vite, parce qu'il y en a qui sont à fond toute leur séance, et du coup ça les surstimule, et donc ils n'arrivent pas à redescendre derrière. Okay. Alors que si tu choisis les moments où tu t'énerves un petit peu plus, où tu te mets plus dedans, où tu te focuses plus, tu vas redescendre beaucoup plus facilement derrière. Et après, si jamais il y a des exos pour ça, outre l'alimentation. Ouais. Sinon, on a déjà un autre truc encore, le fameux mythe de pas de glucides le soir. Ouais. Mais les glucides, encore une fois, ça améliore aussi le sommeil. Donc ultra important d'en prendre, à la fois pour la récup comme on a vu avant, et pour le sommeil qui va t'aider à récupérer aussi. Donc glucides le soir obligatoire. Après, sur les compléments, on va trouver pas mal de choses. Le plus efficace, on va dire, ça va être mélatonine ou tryptophane qui va être un précurseur de mélatonine. Okay. Après, il y a certaines plantes, genre la valériane, tout ça, qui sont souvent en association d'ailleurs dans les compléments, qui sont intéressantes. Mais avec ce style de complément, tu peux avoir une sorte de dépendance où si tu les prends pas, t'arrives pas à dormir au bout d'un moment. Ouais, c'est le piège. C'est un peu comme le pré, quoi. Faut savoir le doser et c'est pas forcément un truc qu'il faut prendre tout le temps à l'année. Okay. Donc ça, c'est pas mal sur certaines périodes ou sur du pré-compétition, tout simplement, hein, quand il y a du stress et compagnie. Juste, il faut le tester avant. Ce qu'on va retrouver d'intéressant, ça va être magnésium, parce que c'est mieux relaxant. Donc ça va détendre un petit peu ton corps, tout simplement, et ça va favoriser le sommeil. Tout à l'heure, tu parlais créatine, c'est quelque chose qui peut fonctionner, c'est pas son aspect principal. Oui, non, voilà, c'est un plus quoi. Ouais, il y a certaines personnes qui vont plus ou moins réagir à ça, mais effectivement, ça peut fonctionner. Et c'est déjà pas mal. Après, on va avoir les plantes adaptogènes pour certaines personnes. D'accord. Tout ce qui va être ashwagandha,
rhodiola, par exemple. Ça, c'est à tester parce que y en a qui réagissent ultra bien. Pareil, ça détend. Mais il y a des personnes, quand elles sont détendues, elles ont plus de mal à dormir que... Ok. Genre moi, par exemple. D'accord, ok. Quand j'avais ça, j'étais ultra détendu, j'étais dans mon lit, j'étais bien, mais j'arrivais pas à m'endormir. Ok, ok, mais bon à savoir du coup, ok. Moi j'ai jamais testé la ashwagandha, donc j'avoue que j'ai pas du tout. Mais ok, d'accord, je savais pas. J'ai eu des cas sur... en fait, ça s'adapte à ton stress, donc ça diminue ton stress, mais du coup les effets, ils vont être ultra individuels, et ça peut aller du tout au tout. Ok. Moi j'ai eu des cas de suivi de diète où la personne avait toujours des cauchemars énervés dès qu'elle prenait de la ashwagandha. Ok. Donc du coup, vu qu'au quotidien sur le reste, il y avait plutôt des améliorations, on l'a passé le matin pour pas que ça pénalise son sommeil. Mais du coup, dans l'idée, il y a pas mal de choses qui peuvent aider. Faut tester, faut voir ce qui fonctionne le mieux. Et après, une fois que vous avez votre routine, la conserver, tout simplement. Ok. Bah écoute, grave intéressant. Dernier point, avant de finir ce podcast, c'est quelque chose d'hyper important aussi. À quel point, en fait, justement, la nutrition va avoir un impact, justement, comme on l'a dit, sur notre récupération, etc. Et du coup, blessure et nutrition. Parce que là, on a déjà vu plein de... Toi, moi, je pense qu'on a eu plein de cas d'athlètes qui ont eu des blessures et souvent reliées à leur alimentation, à leur récupération, leur sommeil, etc. Donc bref, tout est un petit peu relié. Carrément. Donc voilà, à quel point, par exemple, là, on va pouvoir surtout donner des cas concrets. Là, en vrai, je vais donner un premier exemple. Par exemple, j'avais Oussama qui, du coup, pendant le Ramadan, en fait, on avait une compétition qui approchait et on devait le qualifier. Donc c'est des qualifs vidéo, malheureusement. Et on n'avait pas le choix, là c'était vraiment dans cette période-là qu'il fallait à tout prix faire entre guillemets des grosses barres pour assurer sa qualification à la compétition. Donc on a essayé vraiment de jauger au maximum et de trouver un peu ce juste milieu entre faire des grosses performances mais aussi attention parce que l'alimentation, l'hydratation et le sommeil étaient impactés à cause de ça parce que du coup faut savoir qu'il décalait ses entraînements, il s'entraînait très tard le soir, entre 23h et minuit du coup dans les Basic Fit. Donc du coup, son sommeil, pareil, il se retrouvait complètement décalé. Il se réveillait très tôt le matin parce que malheureusement, voilà, il travaille. Et pareil, au niveau de l'alimentation, du coup, très compliqué. C'est quelqu'un qui de base déjà avait un peu de mal à être carré sur son alimentation et tout. Donc directement, c'est vrai que la dernière semaine, il a un peu fait n'importe quoi. Il me l'a avoué. Très peu d'heures de sommeil. Il en était entre 3 et 5 heures de sommeil en moyenne par nuit, avec du coup pareil au niveau de l'alimentation, etc. Quand il cassait son jeûne, c'était pas forcément fou, des fois c'était même très light niveau alimentation, et malheureusement c'est tombé sur la dernière semaine où il allait faire ses plus grosses barres, et du coup voilà, au niveau de l'adducteur, il y a eu une petite blessure. Ça a tapé. Donc voilà, rien de grave, mais du coup voilà, on sait directement d'où ça vient. Donc à quel point justement, à quel point c'est important sur on va retrouver plusieurs types de blessures, on va retrouver musculaires, même osseux. Ouais, c'est ça. Donc est-ce que t'as des exemples à donner Pour les blessures, tu vas avoir les blessures traumatiques, donc c'est plus ce que tu disais, musculaires, osseux, où il va y avoir des atteintes directement sur les tissus. Et à ce moment-là, il faut apporter la matière première pour que ça se répare tout simplement. Et il va y avoir les blessures plus inflammatoires, donc là ça va être tout ce qui va être tendineux, où du coup il y a de l'inflammation qui est souvent systémique, qui devient chronique au bout d'un moment, et du coup tu as toujours mal, mais c'est le style de blessure où tu as beau faire de l'agréable, ça passe jamais quoi. Tu sens toujours ça. Et du coup la stratégie qu'on va mettre en place, ça va être différent en fonction des blessures. Tu parlais osseux, parce qu'il s'est niqué le pied, donc je pense que c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Osseux, on va trouver calcium, vitamine D, qui vont permettre de restructurer un petit peu la matrice osseuse pour avoir un peu plus de solidité. Clairement, j'en profite, je fais le rebond, je te coupe, pardon. Du coup, moi, c'est vrai que j'étais un peu le mauvais élève pour ça. Avant de m'arracher le pied, je me suis fait un arrachement osseux, du coup. Je prenais pas de vitamine D. En vrai, honnêtement, du coup, quand je me suis renseigné sur la quantité de calcium qu'il nous faut, journalier. C'est beaucoup. C'est énorme et du coup j'étais clairement insuffisant. Donc c'est vrai que du coup ça m'a servi de leçon, et là à partir du moment où je me suis blessé, directement voilà, j'ai mis toutes les chances de mon côté, donc vitamine D, calcium, du coup c'est vrai que c'est énorme. Je pensais pas que c'était autant. Non, pour donner une idée, les recommandations ça va être aux alentours de 950 mg. Moi dans les suivis, la plupart des gens qui arrivent, ils sont à peine à 300.
Et pour les sports de force, c'est plus haut. On peut monter à 1200, 1500 mg. Donc, ouais, la plupart des gens sont bien en dessous. Et du coup, c'est fréquent de voir des fractures de fatigue, par exemple, ou même quand il y a trop de contraintes. Toi, par exemple, c'était potentiellement sur un sissy squat, où on en a vu plusieurs, même si c'est quelque chose d'assez rare, mais ça arrive quand même à pas mal de personnes, des avant-bras qui pètent au squat, tu vois, c'est par vrai exemple. Que ça arrive souvent. Ça arrive plus qu'on le croit, donc important d'avoir une bonne santé osseuse. Et du coup, ça passe par de la vitamine D et du calcium, tout simplement. Après, pour continuer, sur tout ce qui va être plus tendineux, ligaments, s'il y a des atteintes, on va plus partir sur du collagène. Collagène, ouais. Moi, je sais que j'avais les ligaments croisés distendus avant de commencer la force, et j'avais beau faire tout ce que je voulais, ça revenait tout le temps. À partir du moment où j'ai commencé le collagène, au bout d'un mois, il n'y avait plus rien, et après, je suis quasiment été tranquille. Et dès que j'ai arrêté, c'est revenu. Ouais. Donc là maintenant, c'est pas mal restructuré, et je peux en prendre moins et me permettre de moins prendre. Mais sur certaines pathologies, ça peut être assez intéressant. Même si c'est pas encore assez étudié pour avoir des résultats concrets. Mais moi, en tout cas, je l'ai vu sur moi et même sur des suivis, notamment sur des personnes âgées qui avaient un peu plus d'atteintes en termes de tissu, sur des masters et tout. T'as des douleurs qui traînent, tu prends du collagène, ça passe. Bon, à un moment donné. Et on peut faire le rebond aussi avec l'importance de la vitamine C, du coup, avec le collagène. Pour moi, c'est important, justement. Du coup, il y a une bonne synergie entre les deux. Donc, pour l'absorption, si c'est du collagène de mauvaise qualité, ça peut être intéressant. Et surtout, pour aider la synthèse directement. Donc, si même vous prenez pas de collagène, que vous avez un bon apport en protéines, et que vous avez un bon quota de vitamine C, ça va aider votre corps à synthétiser du collagène. Il en a besoin pour ça. Donc très intéressant d'avoir le cumul des deux. Et top aliment, du coup, parce qu'en vrai, c'est facile à trouver kiwi, quand même des vitamines C, voilà. Kiwi, après pas mal de fruits et légumes, on va avoir les oranges, tous les agrumes, poivrons. Mais surtout kiwi, c'est blindé, quoi. Kiwi, c'est blindé, donc c'est pour ça que pas forcément nécessaire de se complémenter en vitamine C, alors ça se retrouve assez facilement. Ça se trouve assez facilement. Assez facilement dans l'alimentation, quoi. C'est ça, s'il y a des manques ou des périodes style en hiver où il y a un peu moins de fruits et légumes, ça peut être intéressant sur certaines périodes, mais dans l'idée, dans l'alimentation, on en trouve assez facilement. Ouais. Ok, mais grave cool. Et en fait, j'ai dit dernier point tout à l'heure, mais en fait, le dernier point, ça va être là, mais ça va être très rapide. Ça va être du coup le plaisir alimentaire. Parce qu'en fait, c'est surtout ça, en vrai de vrai, qui est très compliqué, je pense, avec la plupart des athlètes. C'est qu'ils arrivent à en fait, trouver ce juste équilibre entre, je prends du plaisir et il y en a qui vont être trop extrêmes. Je me force, je vais être à tout prix carré, etc. Je vais pouvoir donner un exemple concret juste après. Voilà, il y a des personnes qui de suite ils vont se dire, voilà, c'est bon, là, je vais tout optimiser, je vais être carré, etc. Je vais vraiment. Et ils font ça pendant, un mois. Puis en fait, d'un coup, ils craquent parce que justement, ils prenaient zéro plaisir et tout. Et en fait, au final, ils font n'importe quoi. Et c'est de pire en pire en fait au final. Donc là, je vais donner l'exemple de notre ami Tigrane. Tigrane, en fait, c'est un exemple parfait dans l'optimisation de son poids du corps dans sa pratique et du coup sur tout le reste. Tigrane, c'est quelqu'un qui en fait, en gros, quand j'ai commencé à le coacher, il avait 21 ans. Il fait du coup 1m84, donc assez grand. Il faisait 73 kg. Donc directement, quand on a commencé le suivi, l'objectif, il était simple. C'était de la première année de remplir la catégorie des moins de 80, ce qui paraissait quand même relativement facile à atteindre. Parce qu'en plus, c'était quelqu'un qui était sujet à blessure. Parce que voilà, l'alimentation très très light, hyper irrégulière, l'hydratation que dalle, pareil, il buvait rien. Donc c'est vrai que sujet à de multiples blessures très rapidement dès qu'on commençait à augmenter un petit peu en termes d'intensité, notamment post-compétition. Souvent après compétition, c'était la dégringolade. Physiquement, des blessures qui apparaissaient dans tous les sens, la forme, il était très fatigué, etc. Donc du coup, il avait commencé un suivi alimentaire avec toi, où très vite il est monté. Donc en fait, ça a explosé en un mois. Il a pris du poids, il a pris, je crois, facile 4 kilos. Ouais, 3-4 kilos. 3-4 kilos d'un coup. Physiquement, pareil, directement, ça s'est vu. Rien qu'au niveau du teint. Il ressemblait moins à un zombie, il avait bien gonflé, ses performances rien à voir, tout a explosé, sa forme, la fréquence, l'intensité on a plutôt augmenté et au final du coup à sa compétition, donc c'était en décembre, il a surperformé. Maintenant malheureusement peut-être il était un peu trop radical sur le moment,
il n'a pas su s'y tenir après sa compétition où toute la hype est un petit peu descendue, etc. Et du coup, là, il était reparti dans ses travers, a refait n'importe quoi. Au final, du coup, je crois qu'il avait perdu facile entre 3 et 4 kilos. Et là, du coup, voilà, encore une fois, les blessures qui sont revenues. Ouais, les perfs surtout. Les perfs qui ont dégringolé, la motivation, bref, le tout. Donc, en gros, un peu pour le mot de la fin, réussir à trouver ce juste équilibre-là, quoi. En fait, les gens, ils ont pas de nuance. C'est tout ou rien. Et ils font pas de compromis. Donc, moi, souvent, il y en a plein qui me contactent. Ouais, diète, je veux faire tout au max. Bon, ok, on fait un truc. Et dès qu'il y a un truc qui convient pas, des fois, c'est tout bête. Hein, c'est une collation ou un truc, ils arrêtent tout. Ouais. Et du coup, ils tiennent sur un mois et ça sert à rien. Donc, c'est toujours une histoire de compromis, tu vois. Si manger 10 grammes de chocolat en plus, ça te fait sentir bien et que tu tiens tout le reste, le compromis, il est bon à prendre. Pareil, sur les repas, rajouter un peu de crème fraîche, du chorizo, des trucs qui peuvent être un peu gras, mais que tes repas passent mieux et que tu manges mieux sur tout le reste, à ce moment-là, il faut faire le compromis. Ouais. Les gens, ils ont des problèmes de nuance, en fait. C'est tout ou rien. Et du coup, il y en a plein qui se cassent la gueule à cause de ça. Ouais, moi, en plus, je suis partisan, que ce soit dans l'alimentation ou dans plein d'autres choses, de inclure des nouvelles choses dans tes habitudes, mais petit à petit. C'est ça. Voilà, au lieu de vouloir tout faire d'un coup, parce que souvent, en fait, ça se pète la gueule. Mais on peut le voir directement rien que dans la pratique des sports de force. C'est clair. Les mecs qui se mettent en sport de force direct à fond, à 1000%, ils consacrent toute leur vie dedans. Ils arrivent, cash, ils commencent à suivre un coaching. Je pense qu'on a eu le cas plein de fois. Je vais être champion de France. 6 mois après, les mecs, ils sont plus là. Donc, c'est un peu le même principe en vrai dans l'alimentation. Donc, c'est la constance. Et même, pareil, j'ai eu le cas inverse, mais sur des pertes de peau et des trucs comme ça, il y a un cheat meal. C'est pas la fin du monde, ça va se recaler, quoi. Ce qui compte, c'est que ça tienne sur le long terme. Plutôt que de fixer, j'ai pris 200 grammes par rapport à hier. Bon, c'est pas grave, t'as pris 200 grammes, ça va repartir, et puis voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le gros des efforts qui fait son effet, et c'est pas un 3% qui va te pénaliser si ça t'aide à tenir tout le reste du temps. Ouais, clairement. Parce que les gens, ils partent vite en cacahuète dès qu'il y a un truc qui sort, mais tant que le gros est tenu, tout va bien, quoi. Exactement. Bon, je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense qu'on a fait un bon petit tour en vrai. Et le tip, c'est cuisiner aussi. Parce que la plupart des cheat meals, si vous cuisinez, vous pouvez les faire propres. Ouais. Ça, c'est un truc on pense pas assez, mais genre burger frites, tu peux le faire très bien, ultra clean dans tes cales et dans tes apports en micro. Donc si vous cuisinez, vous pouvez vous faire plaisir de ouf et très bien rentrer dans votre diète. Ouais, puis en plus on a plein de facilités maintenant. Oui, c'est ça, en vrai, il y a plein d'outils. Rien que tu vas sur les réseaux, il y a des recettes de partout qui sont gourmandes et saines et équilibrées à la fois. Donc c'est vrai que maintenant, en vrai de vrai, il n'y a pas d'excuse. Pour moi, c'est juste... Oui, non, faut prendre un peu le temps et... Ouais, c'est ça. Et faut faire quelque chose qui vous convient, tout simplement. Mais du coup, écoute, merci beaucoup. Je pense que c'était un sujet hyper intéressant parce que moi j'ai appris plein de trucs déjà même pendant le podcast là. Je pense que ça va servir beaucoup de monde. Et voilà, pour un mot de la fin, n'oubliez pas vous abonner, liker, commenter, repartager un maximum, ça donne de la force. Et pour continuer à faire des podcasts, inviter des personnes qui sont bien ancrées dans leur domaine. Et voilà. Ouais, et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, hein, tout simplement. C'est clair, demandez un coaching. Non mais nickel. Bon. Ciao l'équipe.